Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Thierry Lataste. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation le 4 novembre, c'est dans moins de 2 mois, 58 jours exactement de la consultation. Monsieur le haut-commissaire, est-ce que tout est prêt ? Il reste encore beaucoup de choses à faire, donc nous essayons d'avoir tout achevé pour le 4 novembre, bien sûr, puisque c'est le devoir de l'État qui organise cette consultation. La liste a été établie, elle a été arrêtée, affichée dans les mairies à partir du 31 août. Mais par exemple, nous avons le travail d'édition des cartes électorales, un travail avec les mairies sur les bureaux de vote. Il va falloir préparer l'acheminement des délégués de la commission de contrôle sur chacun des 235 lieux de vote de Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça, c'est beaucoup de logistique, de l'hôtellerie à prévoir, des transports. Et nous y consacrons. C'est l'Ossariat qui s'occupe de tout ça, de toute cette organisation pratique. Avec beaucoup de concours externes, notamment les mairies, qui sont en première ligne, mais aussi avec, à certains égards, les services du gouvernement. Alors, il y a la procédure des bureaux de vote délocalisés, notamment, qui a été ouverte pour les Iliens. C'est l'une des originalités de ce scrutin. Il y a moins d'inscrits qu'on ne le pensait. Ça vous étonne ou est-ce que les gens prennent leur temps? Comment vous voyez les choses? Ils sont venus doucement, mais ça augmente tous les jours. Donc hier, on était à 1500. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder juste avant de venir. On est à 1660. Alors qu'on tablait sur quelques 2000... Donc on est parti, à mon avis. Il ne reste plus qu'une semaine. Vendredi prochain, le 14 septembre, ce sera terminé, mais les gens des îles, des communes insulaires, celles des Loyautés, celles de l'île des Pins ou de Bélep, qui veulent voter à Nouméa, peuvent venir au commissariat tous les jours de 8h30 à 16h. Et demain, samedi, nous serons ouverts de 8h30 à 14h, au bénéfice de ceux qui ne peuvent pas venir en semaine. Et ils ont jusqu'au 14 septembre. Sur les procurations, il y a eu un certain nombre de problèmes. Là aussi, ça semble bien se passer. Les gens doivent le faire le plus vite possible. Là, le plus tôt possible. Le délai devient un peu court Parce que il y a les procurations délivrées à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les procurations qui sont délivrées à des Calédoniens inscrits sur la liste, mais qui résident à l'étranger, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, où ils sont en déplacement. Il y a les procurations délivrées à ceux qui sont en métropole. Et ça prend plus de temps, d'acheminement par le courrier, etc. Donc plus tôt on fait sa procuration, mieux c'est. Alors la liste électorale spéciale pour la consultation a été publiée, vous le disiez, 174 254 électeurs. Est-ce que c'est la fin d'un long marathon pour vous, puisqu'on a l'impression qu'on a parlé de cette liste électorale tous ces derniers mois en permanence? Je crois qu'on est à la fin. J'encourage tous les Calédoniens à vérifier auprès de leur mairie qu'ils figurent bien sur cette liste. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des omissions matérielles, auquel cas le juge d'instance peut procéder à des rectifications si c'est du fait d'une erreur matérielle de l'administration que quelqu'un n'est pas inscrit. Donc j'encourage vraiment à cette vérification pour être prêt en temps et en heure. Parce que la possibilité a été ouverte lors de la dernière réunion en format comité signataire de permettre les inscriptions jusqu'au dernier moment, c'est ça? C'est une disposition de droit commun ou c'est vraiment particulier pour cette fois-ci? Les inscriptions sont closes. Il fallait s'inscrire pour ceux qui devaient faire une démarche volontaire avant le 18 juin. Pour ceux qui sont inscrits d'office, vérifiez bien que le mécanisme d'inscription d'office a bien été effectif et que vous êtes inscrits. Et pour ceux qui ne seraient pas inscrits, qui pensent que ça résulte d'une erreur matérielle de l'administration, le juge a la possibilité de rectifier. Mais c'est la seule voie qui reste ouverte aujourd'hui. D'accord. Et donc encore une fois, allez vérifier que vous êtes inscrits. On en parle depuis des mois, je le disais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État a réussi à répondre à toutes les inquiétudes, à toutes les interrogations qui avaient été soulevées pour la constitution de cette liste? Nous avons essayé de faciliter la vie, puisque qu'ont souhaité les forces politiques et ce à quoi s'est prêté l'État, c'est que tous ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie et qui répondent aux conditions d'inscription sur la liste électorale spéciale consultation soient bien inscrits. Donc ça pouvait se faire par acte volontaire des personnes, mais ça pouvait se faire de manière automatique. Et le process auquel nous avons procédé avec le concours de la CAFAT, avec le concours de l'ISEE, avec le concours des GRAC du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie nous a permis d'inscrire un peu plus de 20 000 Calédoniens et électeurs supplémentaires pour la consultation. En 2016, dans la constitution initiale de la liste, on était à 153 000. On termine, vous venez de le dire, à 174 154. Donc il y a un peu plus de 20 000 personnes qui ont été inscrites de cette manière-là, sans faire d'acte volontaire. Et les 3 000 personnes de droit coutumier dont on n'aurait pas retrouvé la trace, c'est un problème qui est réglé aujourd'hui. Il a été décidé de ne plus les rechercher. C'est ce ne sont pas des personnes, ce sont des lignes dans des fichiers qui ont pu correspondre soit à des personnes décédées, soit à des changements de nom, soit à des adoptions, etc., mais qui n'ont pas pu être retrouvées malgré tout le travail d'investigation approfondi qu'on a fait avec les communes. Alors le travail des élus ici, le travail de l'État, le travail des services, vous le disiez, l'ONU dans tout ça qui est venu pour vérifier l'établissement de ces listes électorales, quel a été son rôle et est-ce qu'elle a eu des observations particulières ou est-ce qu'elle a aidé d'une manière ou d'une autre la Constitution ? La Nouvelle-Calédonie figure sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU depuis 1987. Donc depuis 1987, chaque année d'ailleurs, l'ONU s'intéresse à la situation calédonienne et au process calédonien. Les forces politiques de Calédonie, c'était une nouveauté. On souhaitait ensemble, voilà 3 ans, que l'ONU puisse participer au processus d'établissement de la liste électorale. Le Premier ministre a suivi ce souhait des signataires, des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, et a donc invité le secrétaire général des Nations Unies à envoyer des experts électoraux pour, dans chacune des communes, participer aux côtés des magistrats qui les président aux commissions administratives spéciales d'inscription sur les listes électorales. Ces observateurs ont joué un rôle positif, un rôle apaisant, reconnu par toutes les forces politiques, par leur présence objective dans les commissions. C'est une première forme de suivi par l'ONU. La seconde forme, c'est que les mêmes forces politiques ont souhaité que l'ONU puisse être représentée par des observateurs pour le scrutin, la fin de la campagne et le jour du scrutin. Ce sera le cas. Le Premier ministre a saisi le secrétaire général des Nations Unies en ce sens. Le Forum des îles du Pacifique sera également présent. Et puis, troisième signe de présence ou d'intérêt de l'ONU, le comité des 24, le comité de décolonisation des Nations Unies, est venu en mars, vous vous en souvenez, en Nouvelle-Calédonie. Il a rendu un rapport au mois de juin qui est accessible sur Internet. On pourra le donner pour votre site. Et ce rapport a estimé que la consultation se préparait de manière sereine, calme, apaisée et dans de bonnes conditions qui permettraient que le résultat soit incontestable. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment, du côté de l'État, on a le sentiment que toutes les conditions sont réunies pour un résultat incontestable et qui donc ne pourra pas être contesté. C'était vraiment l'objectif que vous poursuiviez ? C'est un devoir. Il faut se donner tous les moyens et prendre toutes les dispositions pour qu'effectivement chacun puisse se reconnaître dans le scrutin. Il faudra que les Calédoniens aillent voter. Je pense notamment à ces 20 000 personnes qui n'ont pas fait le geste d'aller s'inscrire dans leur mairie et qui ont été inscrits de manière automatique. Il faut maintenant les convaincre d'aller le jour du scrutin voter effectivement, parce que pour être incontestable, il faudra qu'il soit représentatif avec une participation large de l'ensemble des électeurs. Et là, c'est le rôle des partis politiques directement de les inciter à aller voter. Alors bon, je crois que globalement, tout le monde a salué l'action de l'État et sa communication qui a été aussi assez large dans la préparation pratique de cette consultation. À côté de cette préparation pratique, il y a eu toutes ces réunions de groupes de travail sur le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir, avec un certain nombre de réunions qui, là, n'ont pas fait l'unanimité. Vous avez signé un certain nombre de communiqués, mais vous ne vous êtes pas exprimé sur ces réunions. À quoi elles ont servi ? Quel bilan est-ce que vous en dressez, vous ? Le Premier ministre avait souhaité ces réunions pour que les forces politiques calédoniennes, les plus représentatives, celles qui disposent d'un groupe au Congrès, puissent, à haut niveau, se rencontrer et poursuivre le dialogue, malgré ce qui les divise et malgré cette compétition électorale qui s'ouvre ces temps-ci et qui va, je suppose, monter en puissance jusqu'au 4 novembre. Il avait proposé des thèmes. Travailler sur les valeurs qui rassemblent les Calédoniens, travailler sur un bilan partagé de l'accord de Nouméa, ce qui était satisfaisant, moins satisfaisant. Le dialogue, c'est le maître mot en Nouvelle-Calédonie, c'est le maître mot depuis 30 ans et le Premier ministre avait le souci que ce dialogue se perpétue et qu'on n'ait pas une longue période sans discussion entre les forces politiques. Elles se retrouvent autour de lui dans le comité des signataires. Elles se sont retrouvées entre elles et avec la participation de représentants de l'État, son représentant personnel, François Senners, moi-même.
dans des géométries qui ont varié, puisque certains ont été là à un moment, sont sortis, sont revenus, sont ressortis. En tout cas, le travail a été mené à bien. Il y avait deux autres thèmes qui avaient été proposés, c'était le transfert des compétences, les compétences à transférer, et la place de la Calédonie dans son environnement régional. Pourquoi ça n'a pas été traité? Il n'y a pas eu le temps ou ça a paru moins intéressant? Ça a été traité par ailleurs, puisque sur l'international et sur les transferts de compétences, des groupes ont travaillé sur les transferts de l'article 27, etc. Et on a considéré ensemble que la priorité était sur ce qui avait du fond politique plus que de la technique. Alors on comprend bien la nécessité du dialogue entre les responsables politiques, mais concrètement, à quoi ça va servir cette charte des valeurs calédoniennes? C'est quand même une question qui est revenue assez souvent dans la bouche des responsables politiques eux-mêmes d'ailleurs. Du point de vue de l'État, à quoi ça doit servir? Ce qui est sûr, c'est que la question principale qu'a affrontée la Nouvelle-Calédonie, la société calédonienne, ça n'est sans doute pas le rapport à l'État, je vais peut-être vous étonner, ça n'est pas la manière dont les compétences régaliennes sont exercées, c'est le rapport des Calédoniens entre eux, des communautés en Nouvelle-Calédonie entre elles. Et cette question-là, moi, je commence à connaître ce pays, je commence à connaître les uns et les autres, ceux de l'intérieur, ceux de Nouméa, ceux des îles. Il y a un grand amour de la Nouvelle-Calédonie qui est partagé. Il y a une adhésion à ce qu'elle est et à cette société en devenir. Et donc, ce qu'il faut faire émerger, c'est ces fondements de la société calédonienne. Et réfléchir sur les valeurs, c'est essayer de dire qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui, ensemble, nous, Calédoniens, nous qui allons voter pour le référendum sur le devenir de la souveraineté. Nous serons ensemble le lendemain, quel que soit le résultat du référendum. Et qu'est-ce qui nous rassemble? Les valeurs, c'est ça. Ça n'a pas de valeur juridique, mais c'était un exercice pour essayer de mettre à plat ce qui rassemble les Calédoniens. Ce vivre ensemble, il n'est pas acquis aujourd'hui, depuis 30 ans. Est-ce que c'est pas la décision essentielle de Matignon de dire les Calédoniens ont décidé de vivre ensemble? Il faut encore le travailler aujourd'hui. Je crois qu'il faut le faire vivre au quotidien. Et les difficultés, les longues mises au point sur le corps électoral montrent bien que le cercle à tracer sur ceux qui sont intéressés a été difficile à préciser au fil des dernières années. Ça restera une question présente. Alors vous parliez de géographie variable pour ces réunions. Vous avez entendu les arguments de ceux qui ont souhaité ne plus participer à ces réunions, avec notamment pour eux un risque de confusion, parce qu'on mettait en exergue les convergences entre indépendantistes et non-indépendantistes, et qu'ils y voyaient un risque de minimiser les divergences avant un scrutin qui justement doit être très binaire et par définition très clivant. Est-ce que vous avez compris quand même cette inquiétude, vous qui connaissez bien la classe politique et l'histoire de la Calédonie? Je n'adhère pas à l'idée que parler de convergence effacerait les divergences. Je crois qu'il n'échappe à aucun Calédonien, même les plus éloignés de la chose politique, qui a des positions différentes sur le devenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et sur son accession ou pas à la pleine souveraineté. C'est ça la question qui est posée le 4 novembre. Elle n'est pas effacée parce qu'on essaie de trouver par ailleurs des sujets qui rassemblent ou des perspectives que les uns et les autres partagent. Même si est-ce qu'on peut vraiment penser que les valeurs seront les mêmes, quel que soit le choix de société que feront les Calédoniens dans la France ou dans l'indépendance? C'est à eux de le dire, et c'est à eux de dire s'ils adhèrent. Les responsables politiques qui ont partagé, échangé dans ce travail, qui a été parfois vif. J'ai participé à presque toutes les réunions, il n'y en a qu'une seule à laquelle je n'assistais pas. Les débats ont été francs, les débats ont été respectueux les uns des autres, mais les positions n'étaient pas spontanément convergentes sur tous les sujets. Il y a eu de vrais échanges qui me paraissent être d'ailleurs une richesse et un signe de maturité pour ceux qui ont accepté de participer à l'exercice. Et je pense que c'est un atout pour le lendemain du référendum. Alors après ce groupe de dialogue sur les chemins de l'avenir, il y a eu la dernière réunion d'un groupe plénier en format comité des signataires, avec un nouveau thème qui est apparu, c'est la communication de l'État concernant les enjeux de la consultation. C'est une question que l'État ne s'était pas posée avant, ou qu'il n'avait pas résolue avant, ou il voulait avoir l'avis des responsables politiques calédoniens?
Le souhait est formulé depuis longtemps. Des forces politiques l'ont exprimé, des signataires historiques de l'accord de Nouméa. Et puis c'est une exigence internationale et c'est une exigence interne que pour que le scrutin soit loyal, il faut expliquer aux gens quelles sont les conséquences de leur vote, qu'est-ce qui se passera s'ils votent oui, qu'est-ce qui se passera s'ils votent non à la question posée. Le travail a été entrepris plusieurs mois avant la consultation, donc dans un temps tout à fait raisonnable pour qu'il puisse aboutir. Comme toujours sur le dossier calédonien, le Premier ministre et le gouvernement ont eu le souhait de partager avec les forces politiques. C'est bien sûr l'État qui émettra ce document et qui aura la responsabilité de l'émettre et de le diffuser. Il doit être ciselé puisque chaque mot pèse, chaque mot compte. Et nous avons partagé avec les forces politiques qui ont voulu participer à l'exercice l'avant-projet de façon à ce que je puisse rendre une copie au Premier ministre qui était jugée recevable, convenable par ceux qui ont participé à sa rédaction. Et ce document, il doit paraître quand? À partir de quel moment l'État va communiquer? Ça va être dans les prochaines semaines. Le Premier ministre pourra s'approprier ou pas et modifier une dernière fois l'avant-projet tel qu'on lui a transmis. Et puis le gouvernement de la République choisira les formes de diffusion. Mais il sera de toute façon diffusé plusieurs semaines avant la consultation. Et l'objectif, c'est qu'il ne puisse pas être accusé de vouloir influer sur le scrutin d'une manière ou d'une autre. C'est même une condition juridique. Alors, à l'inverse, est-ce que c'est normal, et là vous savez aussi que la question a été posée, que l'État ne se soit jamais prononcé sur sa volonté, sur ce qu'il attendait de ce référendum, de cette consultation, de ce qu'il voulait, lui, pour la Calédonie? Ça interpelle certains qui attendaient que l'État exprime un choix. Ce sont les forces politiques qui expriment leur choix. L'État, il est l'organisateur du scrutin et à ce titre-là, il me semble sain que l'appareil d'État, en tout cas, n'exprime pas de position. Ça n'empêche pas des hommes politiques qui exercent des responsabilités ou dans l'État ou au Parlement ou à la tête de formations nationales de s'exprimer et de prendre position. Mais l'État lui-même, il est neutre. En matière d'ordre public, maintenant, c'est l'une des autres interrogations que pose ce scrutin du 4 novembre. Est-ce qu'on a la garantie, pas absolue j'imagine, mais est-ce que tout est fait pour que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de problème le 4 novembre, et puis dans les jours qui suivent le scrutin, évidemment? On fait tout, on prend les dispositions. Notre devoir est de prévoir, de planifier, d'être prêt effectivement pour faire face à tout événement. Rien ne me laisse présager d'ailleurs qu'il y ait de tension. On n'a pas de signe de tension liée à la politique en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. J'escompte qu'il en soit bien ainsi jusqu'au 4 novembre. Mais si par inadvertance cela venait ou s'il y avait des initiatives malheureuses, on se donne les moyens d'y faire face. Avec c'est vrai pour les bureaux, c'est vrai pour la période de campagne, c'est vrai pour les bureaux de vote. Vous savez que la police des bureaux de vote appartient à chaque président de bureau de vote et ce sera vrai à l'extérieur pour la liberté de circulation, pour la liberté d'ouverture et la sérénité du scrutin. Les forces de police à Nouméa, les forces de gendarmerie sur le reste de la Nouvelle-Calédonie seront massivement présentes. Avec des renforts éventuellement ou il y a eu des renforts ces derniers mois qui vont suffire à faire face à la situation? Nous avons les moyens suffisants et nous avons planifié les moyens nécessaires. Alors sans faire de lien avec le référendum, l'ordre public, ou en tout cas la délinquance, ça reste un souci pour les Calédoniens. Vous le savez bien, les cambriolages continuent, les agressions aussi. Comment est-ce qu'on y fait face et est-ce que ça reste une des priorités de l'État dans cette période? C'est une absolue priorité. L'activité dont vous rendez compte jour après jour, semaine après semaine des forces de police et de gendarmerie montre bien que les centaines de policiers et de gendarmes présents en Nouvelle-Calédonie travaillent tous les jours et travaillent toutes les nuits et prennent des risques pour prendre en compte cette problématique. Je mesure que chaque victime, chaque commerçant, chaque particulier qui a été victime d'un cambriolage ou qui s'est vu voler sa voiture le vit douloureusement. Pour mesurer l'impact de ce qu'on fait, on est obligé de faire des statistiques ou de parler un peu statistiques. Je dois dire qu'à cet égard, ce qu'on appelle les atteintes aux biens, c'est-à-dire ce qui regroupe les cambriolages, les vols, les vols de véhicules, les dégradations, baissent de période correspondante à période correspondante de 2017 à 2018 d'un peu plus de 8%, de 8,60%. Donc il y a une efficacité. Le camp Est n'a jamais été aussi plein qu'à l'heure actuelle. Le quartier des mineurs, malheureusement, du camp Est n'a jamais été aussi plein qu'il ne l'est cette semaine. Et sur des phénomènes qui ont frappé, qui ont touché les Calédoniens, je pense aux razzias et aux vols de commerce en début d'année, la
la réplique tant policière que judiciaire porte ses fruits. On a une baisse de 20% des cambriolages de locaux d'activité sur cette année en Nouméa. Autre problème sur lequel on a senti des tensions ces derniers temps, c'est la situation à Kawa, même si elle est multiple. Donc aujourd'hui, le centre minier est fermé. L'État a joué un rôle de médiation qui, semble-t-il, a été apprécié par les différentes parties. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu intervenir avant, quand l'accès à la mine, quand l'accès au centre était bloqué? Est-ce que c'était pas une question d'ordre public sur lequel l'État aurait pu prendre les choses en main? Le centre a été bloqué le 6 août. La SLN a demandé une décision de justice pour ordonner la libération de l'accès qui a été rendu par le président du tribunal de première instance le 8 août. Nous avons échangé à ce moment-là avec la SLN qui avait été victime dans la période précédente, vous vous en souvenez sans doute, de 11 tentatives d'incendie ou incendie sur la Serpentine, ce qui montrait bien qu'il y avait une tension sous-jacente à Kawa et autour de Kawa. L'appréciation que j'ai partagée avec le directeur général de la SLN était et c'est un critère majeur en matière d'ordre public, qu'on risquait plutôt d'aggraver les choses en intervenant. Et la SLN a tout de suite été demandeuse de cette médiation, une médiation d'ailleurs qui ne la concernait pas directement, puisque c'était, et c'est curieux, et ça reste curieux, mais c'était une médiation entre les jeunes et les coutumiers et les vieux, donc entre parents et enfants qui traversaient les familles, les clans et les gens de Kawa. Marie-Paul Tourtetrolu, la commissaire déléguée de la République pour la province Nord, y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de ténacité. Elle a renoué ce dialogue, elle a permis à ce dialogue de se renouer entre gens et anciens. Elle a permis aussi que se retrouvent les institutions concernées, la province, la mairie et la SLN, la grande entreprise, autour d'elle. Cette médiation est allée aussi loin qu'il était possible. Il y a beaucoup de gens pour des choses plus claires ou moins claires qui se mêlent de cette affaire et qui n'essaient pas forcément de faire émerger une solution bien nécessaire pour cette entreprise essentielle à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous continuons à travailler en lien avec la province et la municipalité. Ça vous inquiète la situation? On sait que le secteur du nickel est toujours très sensible. En Nouvelle-Calédonie, on le voit réémerger en plus régulièrement dans les périodes un peu cruciales. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faut trouver une solution impérativement pour que la SLN puisse réouvrir son centre à Kawa? Je pense le président de province a estimé devoir suspendre et il a pris l'acte nécessaire, les autorisations nouvelles qui avaient été données. Tant que la SLN n'a pas répondu aux exigences de l'arrêté du président de province, donc ces nouveaux sites ne peuvent pas être exploités, mais l'exploitation sur ce qui était déjà depuis de longues années en exploitation à Kawa doit reprendre et nos efforts sont aujourd'hui pour cette réouverture. La médiation continue actuellement? Les contacts sont pris et la commission minière communale à l'initiative du maire est convoquée pour vendredi prochain. Pour revenir au référendum du 4 novembre, tout le monde s'accorde à dire que la campagne est relativement calme. On n'est pas encore en période de campagne officielle, mais c'est aussi votre sentiment et est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous attendiez à plus d'animation, dirons-nous? Écoutez, il me semble que la presse, vous en êtes un exemple, mais d'autres, fait son travail. Hein. On voit des débats, on voit des responsables politiques débattre entre eux, ce qui est une bonne façon d'éclairer les électeurs. Je sais que plusieurs partis organisent des tournées, organisent des meetings, vont à la rencontre des électeurs. C'est vrai que la tonalité est sereine, mais je ne peux que m'en réjouir. La campagne officielle qui débute le 22 octobre, et vous, à partir de quand est-ce que vous serez en période de réserve? Je vais être en période de réserve au début du mois d'octobre. Et c'est quoi la réserve? C'est que vous traitez vos dossiers, mais vous n'avez plus le droit d'apparaître, de vous exprimer? On ne s'exprime pas publiquement, et encore moins sur les sujets, on peut dans l'urgence avoir à s'exprimer sur des sujets très déconnectés du débat politique, mais en tout cas on ne s'exprime pas sur la question qui est posée aux électeurs, et on n'apparaît pas aux côtés de personnalités engagées dans la campagne. Et après le 4 novembre, alors il y a encore beaucoup de choses à préparer, vous nous le disiez d'ici le 4 novembre, mais après, c'est l'une des questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que l'État va jouer un rôle ou est-ce que vous allez laisser les acteurs locaux prendre l'initiative, décider eux-mêmes de ce qui doit se passer après les résultats du référendum?
Ce qui me paraît sûr, c'est qu'après le 4 novembre, il y a un 5 novembre, et que le 5 novembre, nous aurons affaire... Ce sera un lundi même. Aux mêmes personnes, et que ce lundi-là, qui débutera une semaine importante pour la Nouvelle-Calédonie, les questions d'aujourd'hui risquent de perdurer, quel que soit le sens de la réponse, et il faut se préparer à les affronter. Le gouvernement de la République prendra certainement une initiative pour réunir les forces calédoniennes sous une forme ou sous une autre. Monsieur le commissaire, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à 2 mois de cette échéance. Merci.